Yes, yes, sir. C'est Sneak Station dans la place. Qu'à de le dire, dans la place. À la place, le centre culturel Yes. hip-hop à Paris. Voilà, je suis avec Dirty Swift pour une grosse soirée ce soir avec Drummer Boy, Trauma Boy. ATL, Memphis to ATL. Ouais, c'est ça. C'est Il y a eu un ça. petit déménagement. C'est ça. Alors parlons un petit peu de toi. Tu es de Rennes en fait. Ouais. Et comment tu as découvert le hip-hop et comment tu en es venu à cette culture? Moi, je suis né dans les années 70 et c'est vrai qu'en grandissant à Rennes, c'était compliqué. On n'avait pas un accès avec les radios libres qu'il pouvait y avoir à Paris, qui étaient des radios du coup locales sur la bande FM, avec des DJ comme Dynasty et tout ça. Je sais qu'à part, tu vois, quelques petits trucs un peu folklore que tu vois dans des films à droite à gauche, le premier vraiment gros accès que j'ai eu, c'est en 84, je crois, c'était 84, avec HIP HOP de Sydney. Il n'y avait pas d'Amnesty Rapine aussi, qui est sorti à l'époque. Oui, mais ça, c'est pas vraiment arrivé jusque nous Ah non, à Rennes. Il y a oui. le concert qu'il y a eu en 82 et tout ça, nous, on n'était pas du tout au courant de Bien ça. sûr, Puis, moi, de toute façon, j'étais petit, donc Bien sûr. j'avais en 82, j'avais 7 piges, donc j'étais pas au courant des concerts qu'il y avait à Paname encore. Mais par contre, HIP HOP, c'était le dimanche, Bien sûr, ouais, après le journal, avant Starsky et Hutch. Et là, c'est vrai que c'était une vague incroyable en France. Tout le monde s'est pris le mouvement, en tout cas hip-hop, et c'était la danse surtout qui était mise en avant. On appelait ça du Smurf même à l'époque. Ouais, exact. Et ça a duré que 9 mois d'ailleurs. Après, ça s'est arrêté et ça a redisparu. Donc ça, c'était en 84. Et tout le monde disait à l'époque, le hip-hop c'est une mode, ça va finir et tout. Je me rappelle bien tu de vois. ça, ouais. Et c'est vrai que nous, en tant que mec de Rennes, nous on n'avait même pas TV, on n'avait pas le câble, on n'avait rien et tout. Tu vois, il n'y avait pas de radio qui jouait de hip-hop. Ça a été pendant des années, c'était un petit peu dur. Et puis c'est des deux titres, des cassettes deux titres. Tu t'arrivais, j'allais faire les courses avec ma daronne, je m'arrêtais, j'écoutais des trucs, tu sais, t'avais des bandes d'écoute. J'écoutais, t'avais des fois un petit Salt and Pepper, je kiffais, je demandais à ma daronne, 20 francs, je sais pas, le CD 2 titres ou la cassette 2 titres. Donc c'était comme ça, mais sans vraiment connaître. Et pareil, t'avais pas accès à la culture, il n'y avait pas de magazine, c'était vraiment difficile de pouvoir s'intéresser. Mais en tout cas, dès qu'il y avait un truc qui arrivait à mes oreilles, plus ou moins volontairement, déjà ça m'intriguait, tu vois. Et après, il y a eu des magazines comme L'Affiche, qui ont commencé à faire des articles hip-hop. Bien avant, en fait, L'Affiche était un magazine un peu plus généraliste. Et il faisait des articles, des interviews d'artistes hip-hop. Là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Et puis, j'ai rencontré un mec qui était un mec du Canada et qui, lui, m'a vraiment aussi... ça reste un de mes meilleurs amis, et qui lui était vraiment branché très culture et qui m'a fait découvrir tout le son West Coast avec les chroniques et tout ça. Et après, moi, je me suis mis à fond. La West Coast, ça a été vraiment une révolution. Dès que j'ai commencé à rentrer dans ces sons-là, c'est là-dedans que je suis rentré. Et après, quand Snoop a sorti son projet, là, je prenais mon billet, là, j'avais 18 ans, j'allais à Long Beach, j'allais à Compton, j'allais à Watts, j'allais partout, je bouffais de la West Coast tout seul, je partais avec mon sac à dos, rien à foutre. Et j'ai commencé vraiment à être piqué par cette culture. Et petit à petit, tu vois, je me suis intéressé. Et puis après, j'ai bougé à Paris en 95. Mais déjà, je venais faire des concerts ici. J'étais parti voir Warren G, j'étais parti voir... je sais plus ce que j'avais vu encore. J'avais vu pas mal de concerts, des matchs de NBA et tout. J'avais vu Warren G, je sais plus que j'avais vu. Il y avait des Sage Poètes, je crois, en première partie, tout ça. Si j'avais vu Naughty by Nature au Zénith. Donc dès que je pouvais, je montais à Madaron. Je montais à Paris, je disais allez faire les devoirs chez quelqu'un et je montais à Paris voir un concert. Et donc voilà, c'était dur. En fait, c'était dur. Et voilà, et c'est un peu comme ça que je me suis, en montant ici voir des concerts, j'ai commencé à acheter des disques. Les Street Sound, les premiers disques que j'ai achetés, c'était à Sound Records. Sound Records, il y avait Urban, Sound Records. Et il n'y avait pas encore Urban, il y avait LTD. Les jumeaux. Il y avait Ticaret. Ticaret, je connaissais déjà parce que j'allais acheter des sapes et tout là-bas. À un moment, il a vendu un peu de disques. Et il y avait des jumeaux à Place Clichy. Qui avaient un stand aussi au Puce. L'émission Musique 44 sur FPP. J'ai fait des années sur FPP avec Marché Noir. Smooth Shit. Smooth Shit. C'était mon collègue, on a distribué Murder Dog ensemble. Ok. Des gros fans de West Coast pour le coup. On était cramés. Jumeaux. De la baie aussi. Très marrant, très spécial aussi. Mais ouais, c'était comme ça, tu vois, c'était une époque où c'était tellement dur d'avoir les informations. Quand tu achetais un disque,
bah, tu regardais la pochette, tu regardais qui l'avait produit, tu regardais tous les noms, tu regardais tous les trucs. Et puis après, tu trouves la section internationale à la gare, tu tombes sur deux sources. Et là, c'est pareil, tu regardes toutes les pubs, tu lis tous les articles. XXL, tu vois. Vibe, ça. Donc, bah oui, il y avait Vibes, XXL qui arrivait un petit peu après. Et puis après, les magazines français qui sont arrivés, donc Il y a Radical. la version de RER. source en français aussi. Pas Il y a eu la longtemps. version de source, Pas longtemps. je crois que c'était le début des années 2000, Ouais, ça. où ils vendaient même avec un CD et tout Mhm. à l'époque. Je crois que c'était Tex, donc Uncle T, Mhm. qui était rédac chef. Ouais, et puis là, c'était un mouvement, tu vois, à l'époque. Kalonge, il était très, très dans la West Coast et le South aussi. C'est un des premiers à avoir mis Gangsta Boo en avant, et le Memphis Ouais, ouais, aussi, ouais. en France. Et pareil, dès les années 90, j'ai commencé à tomber sur tout ce qui était No Limit Records, Voilà, tout ce qui mais était Cash Money. Et me quand j'allais aux présente- États-Unis, me présente nos limites. j'ai acheté. Bah, voilà. Et ça, par contre, Un c'était déjà la West Coast, c'était déjà une niche ici en France, entre parenthèses, à part les gros tubes de Snoop et tout, mais les gens ne les allaient pas chercher beaucoup plus loin. Exact. C'était très New York et C'était très mal vu d'aimer nos limites à l'époque. à nos limites, carrément. La West Coast, encore ça allait, mais No Limit, les disques qui c'était- nous arrivaient ici, Ouais. les vinyles qui nous arrivaient ici, les mecs, ils allaient faire leur marché souvent à New York, des fois à Londres, mais souvent à New York. Donc il y avait très peu de ces sons-là qui Alors, arrivaient. rapport, Et moi, j'ai commencé à découvrir No Limit, à acheter les cassettes. Il y avait les films de Master P, Balit, avec du sang, c'est du ketchup. Je l'ai en VHS. Bah ouais, ouais. Je l'ai en cassette NTSC, acheté un Blockbuster pour 3 € dans un bac. J'avais les concerts de Cash Money et tout. Ouais. Et je commençais à faire écouter ça Black aux Bass. gars du 36 Mafia, tout ça, 36. Elbow et NMJG et tout. Et il y avait personne qui captait ça. Ouais, Le non. son Dirty Là, c'est pour quelle eux, époque, 98? là, c'est 96, 97, 98, Ouais. tu vois. Mais il n'y avait Et- que Murder Dog, en fait, ce qu'on faisait nous aux États-Unis. Et il y avait personne personne mettait en ici, avant. Ramia. T'avais Murder Dog avait mis en avant Master P, tous les Six Mafia, Ouais, déjà ouais. à l'époque, en 95, 16. Tu vois, et c'était. Les Cibo, tout ça. Ouais, c'était. Et c'est vrai que c'était vraiment une sonorité différente de ce que les gens avaient pour habitude d'écouter. Mais déjà, la West Coast, déjà californienne, était très différente de la baie. La Ouais. baie était encore. Ça reste, Ouais. t'étais encore plus stratisé, quoi. Ouais, tu vois, les seuls trucs de la baie qui nous Bah, arrivaient les ici, ronds, c'était Alcoholics, parce qu'ils avaient Voilà, parce que un ça style sonnait un East. peu. Ça sonnait Ça sonnait East par comme extra moment. prolifique. Il y avait des petites pointes de Auckland, West Coast, mais de Auckland. Hieroglyphics, extra Ouais, voilà. prolifique, tout ça. Mais sinon, ça arrivait pas, tu vois. C'est comme les trucs du Sud qui arrivaient ici, bah, c'était Outcast, parce que c'était pas du. Il y avait. Évidemment, quand c'était tu écoutes. Organized Noise. Ou Scarface, Scarface, aussi, mais parce ça- qu'il ça- était adoré des Nas et tout ça. Exactement. De Donc, Kuchera, mais en sortie de ça, tout ce qui était No il y avait Limit, tout Life Cash Crew Money, qui a tout ça, beaucoup marché à l'époque. tout Life Crew a mais marché. en 89-90. Voilà, c'est ça. Dans les années Et après, ça 80, retombe. Ghetto Boys Miami aussi. Bass. Ghetto tu vois. Boys avait en Ghetto Boys aussi, 90. ouais. Mais aussi, ils avaient des fois des sonorités Ghetto Boys un peu plus East Coast aussi. Bah oui, parce que les premiers étaient de New York en fait. Trenton, il était de Trenton, le DJ qui est décédé d'ailleurs. Et ouais, beaucoup étaient de New York en fait au début. Les premiers, avant Scarface. Ok. Et ben voilà, et donc. Ça sonnait Run DMC même. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Et en plus, tous ces sons-là, je les trouvais pas en vinyle. Donc je pouvais même pas les mixer en fait. Non. Tu vois. Et après, quand les Pioneer a sorti une CDJ, j'ai parlé technique, mais où tu pouvais mixer des CD, comme tu mixais des vinyles, bon, pas avec le même toucher à l'époque. Là, j'ai commencé à pouvoir graver des sons de la Dirty et pouvoir les passer. Alors, en soirée, j'ai fait des flops incroyables. Dès que je passais du Dirty, même des morceaux qui étaient numéro 1 aux US, DJ Moïse à l'époque, putain, la foule elle s'écarte et t'as plus personne sur Dance Floor parce que les gens ils étaient pas encore prêts. Mais même les John, hein, c'était. Lil Jon, j'ai mis sur une de mes mixtapes en Goldfinger, 2000. il mettait ça, il disait il n'y a personne, Voilà. tout le monde se barrait. Moi quand Bia Bia est arrivé, je jurais que par Ouais, Bia Bia. et t'avais C'était dessous t'avais inconnu à Ludacris et tout ça. Et quand je le jouais ici, personne ne calculait, tu sais, c'était vraiment genre, c'était trop pour eux. Et je le mettais moi sur des mixtapes, dans des mix et tout ça. Et là où ça a basculé pour moi, c'est le Dirty a commencé à prendre ici en France. Qui était très local aussi aux États-Unis. Hein, faut pas il y avait les mentir, CD c'est pas- de Dirty Dan aussi, tout ça, de Rap Ouais, US. bien sûr. Gros, Rap US qui mettait en avant un peu le. Il mettait, mais en soirée, en machin, tout pour le grand Non, public, non, c'était compliqué. C'est l'arrivée de YouTube 2005. Tous les petits, ils commencent à voir les Soulja Boy, les machins, les trucs et tout, les chorés et tout ça. Et là, il y a un mouvement qui se crée. Et à cette époque, il y avait, en tout cas de ma connaissance, on était deux passionnés du Dirty et à passer du Dirty dans les clubs. C'était Weedim et moi. Et là, en même moment, tu as eu le Gibus qui est arrivé.
Oui, mais il y avait un club qui s'appelait One. Je sais Non, plus, 21 peut-être, Sound Bar. voilà. Voilà, on mixe avant 21. d'aller. Et moi, j'ai Ah, mixé là-bas à l'époque, Widim, c'était en ouais, bah oui. 2005. Ouais. Je me rappelle, Ouais, ouais, du ça. Memphis, les gens ils allaient comme ça. Il y avait Ah, des c'est clair, c'est Badonnais, ils clair. disaient, allez, il y Ah avait, non, il y avait, ouais, il y avait du monde qui venait. donc 21, bah, dès l'ouverture, moi 21, j'étais un ouais. des résidents et c'est Voilà. ça qui nous a amené avec Widim Ouais. à faire les soirées. Alors les premières soirées qu'on a Il y avait fait, Smooth Shit et tout. Smooth Shit, je Il me était souviens de là. Smooth Shit. Les premières soirées qu'on faisait Monsieur R, au il venait aussi. Gibus, au Monsieur Gibus, c'était les Get Crunk et après on Ouais. a fait les Godswag, tu vois, parce que le crunk au bout d'un moment c'est un peu estompé et tout, tu vois. Mhm. Et on a fait les Get Crunk et les Godswag au Gibus et là c'était la folie, quoi. Là ça commençait à venir. Et là il y a eu un décalage où les DJ d'ici ils ont mis presque 2 ans à comprendre et à s'y mettre. On était un peu les seuls monopoles à l'époque sur ce créneau, tu vois. Et après, bon, bah, maintenant, tout le monde mixe de tout, on va dire, entre parenthèses. Puis même la musique, tu écoutes les sons de New York maintenant, c'est très influencé par la trappe. Complètement. Bah, oui, oui. Tu vois. Il y a eu une inversion de la tendance. En fait. Inversion C'est complètement totale de la inversé. tendance, complètement inversé. On n'aurait jamais cru. J'aurais jamais. Ça, Southing, tout ça, mais non, il a encore plus à dire. Quoi. Ah, ouais. Quand la trappe est arrivée, ça a Oui. vraiment tout révolutionné, tout changé à tous les niveaux. Et tu as pu aller donc du coup à Atlanta Je suis allé à Atlanta. Ouais. À l'époque, je bossais pour Move et on faisait une émission qui s'appelait Mix and the City où on allait dans une ville et aller à la rencontre des DJ, des artistes de la ville et tout ça. Et donc là, je suis allé à Atlanta. Incroyable, mec. Ouais. Incroyable. Genre, moi, ce qui m'a choqué, vraiment choqué, c'est l'hospitalité. Le Southern Hospitality, comme dit Ludacris sur son morceau, ouais. Produit par les Neptunes, du coup, qui sont pas très loin, mais. Et c'est vraiment ça qui m'a choqué, quoi. Ouais. Avec la vie violente, entre parenthèses, parce que nous, on ne comprend pas les problématiques qu'eux peuvent avoir à ce niveau-là, au niveau des gangs, des territoires, des trappes, house, tout ça et tout. Les gens sont hyper accueillants, toujours souriants, partout où j'allais, partout, c'était vraiment incroyable. Et puis là, j'ai pu... il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Déjà, c'est les strip clubs, tu vois, le fait que les artistes viennent en strip club tester leur dès qu'ils sortent du studio, ils viennent tester. Tu peux te retrouver en strip club et avoir les Migos qui étaient déjà big en strip qui sortent du studio. Les premiers qui ont fait ça, c'était Oomp Record, DJ Jelly. Ok. C'était les premiers d'ATL en fait. Après, ouais. Et c'est devenu un truc là-bas d'aller tester en club et de voir si les meufs dansent et si les clients prennent des lap dance sur les sons. Et deuxième truc qui m'a choqué, c'est j'ai vu ça à Memphis aussi. Deuxième truc qui m'a choqué, c'est que j'étais booké en tant que DJ dans un strip club justement, tu vois. Et j'y arrive et tout, devant et tout, je vois des mecs gros balèzes comme ça et tout. Je vois, c'est Dirty Swift et tout, il faut cool tout de suite, ça donne l'hospitalité qui reprend le dessus, tu vois. Et après, ils me font, ouais, bon, on t'a mis sur l'affiche, le DJ Paris et tout, par contre, tu mixes que 5 minutes. Ah bon, comment ça? Non, on va te payer, t'inquiète pas, mais juste 5 minutes, parce que nous, c'est un business, tu vois. Quand les DJ passent des sons, il faut que les meufs, elles dansent, les gens, ils payent pour prendre des lap dance et tout, tu vois. Donc, et en fait, eux, ils pensaient que le son d'Atlanta, déjà qu'à l'époque, qui avait du mal déjà à diffuser dans les autres villes, le marché rap est très, très local souvent, tu vois. Et là, il revient de plus en plus en local, je trouve. Alors pour eux, la France, que nous on connaisse la trappe d'Atlanta, c'était. Et je commence à passer des sons, des Gucci, des trucs East Atlanta de Gucci et tout. Les gars, ils me regardent, ils me disent, attends, comment tu connais ça? C'est impossible et tout. Je dis, mais les gars, nous on est bousillés à ça, on écoute que ça et tout. Ils font, mais non et tout. Finalement, je mixe 2 heures. Bon, à la fin, je me lâche, je passe un booba, salside, tu vois, l'histoire. T'avais le MC du strip club qui faisait des